Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Et c'est un bilan lecture qui était, disons, moyen. Il y a des titres que j'ai absolument adorés, mais il y a des titres que j'ai détestés, voire que j'ai DNF. Mais on verra tout ça dans les minutes à suivre. Et on va commencer par le DNF parce que je ne l'ai pas encore mis dans la boîte à livres. Il s'agit des Armageddon Rag de George R.R. Martin. C'est le papa des Game of Thrones, c'est le papa d'autres titres de SF et de fantastique. Et cette fois-ci, ça ne l'a pas fait pour moi. Ne me comprenez pas mal, peut-être vous avez aimé ce titre, mais c'était pas mon cas. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, on me l'a vendu comme un livre des zombies. Et c'est pas du tout ça, mais pas du tout. Je me suis arrêtée vers la page 255, c'est-à-dire pas très loin de la moitié du bouquin, mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce que ça partait un peu, pas dans tous les sens, mais ça partait plutôt dans un délire à flower power politique des années 60. Il y avait des références à des guerres, à des partis politiques, etc., etc. Et c'est pas du tout mon délire dans un bouquin. Vous voyez, je me suis arrêtée ici, j'ai lu toute cette partie, mais je me suis dit stop, j'en peux plus, je vais pas avancer plus loin parce que je savais déjà que ça le fait pas pour moi. J'ai recherché des petits résumés sur internet après parce que j'avançais pas du tout dans cette histoire. Je l'avais depuis une semaine. Depuis une semaine, je me battais avec ces 250 pages parce que le début de l'histoire, il est très bien. Le début de l'histoire, je l'ai adoré. Les 50 premières pages, je l'ai dévoré, je l'ai lu très très vite. Mais après, mon rythme, il a ralenti de plus en plus. Et ces 200 pages, je l'ai lu une semaine. Alors que ces 200 pages, c'est, disons, 2 jours. Si j'ai des bonnes journées, 2 jours et demi, peu importe. Mais normalement, ça se fait très très vite. C'était pas le cas. C'était pas le cas parce que le roman, il traînait. Il traînait des pieds, mais pas possible, comme pas possible. Du coup, je me suis renseignée un peu, j'ai cherché sur internet des avis, voir si vers la fin, ça avance ou pas. J'ai feuilleté même, j'ai lu des petits passages par-ci par-là, à l'intérieur du bouquin, et je me suis rendu compte que le bouquin, il reste comme ça jusqu'à la fin. Du coup, je me suis dit, non, on achève là la souffrance. Il y a d'autres titres que j'aimerais lire en priorité, d'autres titres qui sont dans ma palle depuis un moment et qui me donnent plus envie. Je vais pas traîner les pattes, je vais pas m'infliger la souffrance juste parce que c'est George R.R. Martin. Finalement, c'était pas ce à quoi je m'attendais, c'était pas un roman de zombies. Du coup, si vous voyez des listes sur internet où ce roman il est recommandé en disant que oui, c'est un roman des zombies, pas du tout, c'est pas un roman des zombies. J'étais à la page 255 et pour vous dire, il y avait rien de fantastique. Il y avait rien du tout. Et ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée vraiment parce que je m'attendais à autre chose. Quand je faisais mes recherches, j'ai même vu que ce roman, c'était un échec commercial à sa sortie. Bon, je juge pas parce que parfois, on dit que c'est un échec commercial et finalement, moi, personnellement, j'adore ces bouquins-là, ce type de bouquins. Parfois, mes goûts sont différents des autres. Mais cette fois-ci, j'ai dû être d'accord avec la majorité. Ça l'a pas fait pour moi. Je vais vous raconter un tout petit peu le pitch de l'histoire. Ici, on est avec un journaliste. Un ancien journaliste plutôt parce que maintenant il est écrivain. À l'époque, dans les années 60, il faisait le tour des groupes de rock, il s'intéressait à leur histoire, il les interviewait, etc., etc. Mais maintenant, il est écrivain. Il y a un incident qui se passe, il y a un groupe de rock qui a été démantelé par le passé après la mort de son chanteur. Le groupe s'appelait les Nazgûl. Ça fait référence à l'univers de Tolkien, ce que j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé ces petites touches tolkienesques qui sont présentes par-ci par-là parce que c'est pas la seule référence à l'univers de Tolkien. Bref, je m'éloigne un peu. Et ce groupe-là, ce groupe de rock, il était dirigé, non. Il avait un manager. Voilà, il avait un manager qui était un peu pourri. Et à l'époque actuelle où notre action se passe, ce manager, eh bien, il se fait tuer. Mais d'une manière vraiment atroce, on lui a arraché le cœur. Et il y a la musique des Nazgûl qui chantait très très fort dans sa baraque. Quand on a découvert le corps en tout cas. Du coup, l'ancien partenaire de notre écrivain va l'appeler, il va lui dire « Écoute mec, ça te dira d'écrire un papier pour mon journal sur la mort de ce manager et en même temps, tu pourras faire à ta sauce, tu pourras interviewer les anciens membres du groupe, voir ce qu'ils en pensent de cet événement tragique. » Notre journaliste
ancien journaliste. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui dire journaliste parce que normalement maintenant il est écrivain, mais bon. Oh, bref, il a les deux casquettes. Il va dire oui, ok, mais je vais faire à ma sauce. À partir de ce moment-là, il va aller interviewer les anciens membres de ce groupe de rock, les Nazgûl. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que ça commence à traîner les pattes parce que notre journaliste commence à interviewer les différents membres du groupe, mais en même temps, il va faire des petits arrêts chez des anciens potes à lui avec lesquels il a fait des manifs, il a vécu ses années étudiants. Et c'est chiant. C'est chiant, ça traîne la patte, l'histoire n'avance pas, mais pas du tout. Au lieu d'avoir des passages qui servent vraiment le récit, qui font avancer le récit, non, on a des passages qui servent à rien. Sincèrement, je pense qu'on aurait pu arracher ces passages-là. Les passages où il interviewait ses anciens camarades et on aura un récit un peu plus digeste. C'était pas le cas. Et après un énième interview avec un ancien camarade, j'en pouvais plus. Comme je vous disais, je traînais les pattes dans ce roman, dans ce récit. Et je me suis dit non, stop, basta, on arrête ici les frais. J'ai essayé, j'ai mis toute ma bonne volonté dans ce roman. Ça l'a pas fait pour moi, c'est pas grave. Il y aura quelqu'un d'autre qui va apprécier ce récit. Je vais le mettre dans une boîte à livres en compagnie d'autres romans et tant mieux. Voilà. On va passer à quelque chose de plus joyeux, de plus fun, où j'ai pris mon pied parce que j'adore ce type de lecture. Spooksville, tome 20. La fièvre noire. Spooksville, c'est toujours réjouissant, c'est toujours une petite histoire d'horreur jeunesse qui se passe dans la ville de Spooksville, voilà. Dans ce récit, nos héros, nos enfants vont essayer de sauver leurs camarades. Après la rencontre avec un personnage mystérieux qui a une capuche sur la tête, Tic-Tac, un des enfants, un des héros de ce récit, tombe malade. Il a une fièvre qui s'amplifie de plus en plus, et il n'arrive pas à bouger, il n'arrive pas vraiment à faire des choses et ses camarades constatent le dégradement de sa condition. Bien évidemment, ils vont pas rester les bras croisés, ils vont enquêter et leur enquête va les mener dans un univers différent. J'ai beaucoup aimé, je vous dirai pas plus parce que comme d'habitude c'est une histoire très courte, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé la manière dont cette histoire s'est conclue. J'aime toujours ces personnages qui sont parfois attachants, parfois agaçants, parce qu'il y a une petite fille qui parfois elle peut être vraiment agaçante. Mais Père Total, c'est une très bonne lecture. J'ai trouvé que ce petit roman ressemble un peu à un épisode des Rick et Morty. Je vous dirai pas lequel pour ne pas vous gâcher la surprise, mais il m'a fait vraiment penser à un épisode spécifique de cette série animée et j'ai d'autant plus aimé. Pour l'instant, je n'ai plus d'autres tomes de Spooksville dans ma palle et je suis un peu dégoûtée parce que c'était mon petit rituel. Chaque mois, je lisais un petit Spooksville. C'était mon petit kiff. Bon, je le trouve juste en occasion et j'ai écoulé mon stock. J'espère que je pourrai trouver prochainement d'autres titres de cette série parce que je prends toujours autant de plaisir. Spooksville, tome 20. On retourne maintenant dans les lectures moyennes, voire... En tout cas pour moi, je sais que cette série, elle est bien aimée par la communauté manga, mais pour moi, ça ne l'a pas fait. Onigoroshi tome 1 et 2. J'ai gagné ces deux tomes lors d'un concours organisé par Mukishima que je remercie encore une fois. Et je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air cool. J'aimais bien les couvertures de ces mangas, ça avait l'air cool, mais finalement ça l'a pas fait pour moi. Ça l'a pas fait pour moi, pas parce que c'est un mauvais récit en soi, mais parce que il coche les cases de tout ce que j'aime pas. En fait, c'est plutôt la thématique que je n'apprécie pas. Oui, je sais, c'est un peu contradictoire ce que je vais vous expliquer là maintenant, mais c'est par rapport à mes goûts. C'est vraiment une critique subjective, je pense que potentiellement vous pourrez aimer. C'est pas parce que moi j'ai pas du tout aimé cette histoire que vous allez pas l'aimer. Chaque individu est différent, du coup, voilà. Onigoroshi, c'est une histoire que j'ai détesté de A à Z. Pourquoi? Eh bien parce que j'aime pas, je me suis rendu compte que j'aime pas les histoires qui parlent des gangsters, qui parlent du monde de la pègre
japonaise, américaine, anglaise, peu importe, mais dans un contexte très très violent. Parce que il y a certains titres où le contexte il est pas si brutal que dans ce manga. Ici, on est vraiment dans un truc survitaminé, plein de violence. À chaque page, il y a que de la violence, que du baston. Et je suis pas du tout adepte à ce type de récit. Comme je vous disais, j'aime pas ce contexte de pègre japonaise. J'aime pas le règlement de compte entre les gangsters, même si bon, la violence ne me dérange pas dans mes titres, mais ici, c'était tout le temps, survitaminé, vengeance sur vengeance, des coupes de tête, sang qui gicle, etc., etc. D'ailleurs, le dessin, il accentue encore plus ce côté-là, ce côté malsain. Je ne sais pas si vous allez voir, mais les expressions de visage de personnages vraiment sont exacerbées, survitaminées. Il y a beaucoup de bastons, beaucoup de bagarres. C'était pas ma cam. Dans ce récit, on va suivre Sakata. C'est un ancien membre de la pègre japonaise qui se fait tabasser, qui a vu sa famille se faire massacrer devant ses yeux et on l'a laissé pour mort. Il a été enfermé dans un hôpital pendant des années et maintenant après, je sais pas, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il est ressorti et il commence à se rappeler de ce qui s'est passé il y a des années de cela. Il commence à se rappeler sa famille et sa soif de vengeance ne fait que s'agrandir de jour en jour et va exploser autour de lui. Il y aura des éclaboussures de sang partout et gaffe à ceux qui ont fauté par le passé, gaffe à ceux qui ont tué sa famille devant ses yeux parce que ils ne s'en sortiront pas vivants. J'ai lu les 2 premiers tomes, cette série elle continue encore avec une dizaine de tomes, voire plus, je sais même plus. À vrai dire, j'ai pas cherché plus que ça. Moi, je vais m'arrêter à ces 2 premiers tomes. Je pense que je vais les même donner à quelqu'un qui va les apprécier parce que là, c'est pas possible. Moi, je vais pas les garder dans ma bibliothèque. Même si j'aime bien les couvertures, ils prennent de la place, de quelque chose qui potentiellement me fera plaisir. Je vais les donner de toute façon. Je vais les donner à quelqu'un. Je verrai bien à qui. Voilà, Onigoroshi, si vous aimez tout ce qui est violence, monde du gangster, pègre japonaise, etc., des dessins très expressifs, très durs et beaucoup de sang, beaucoup d'actions vitaminées. Potentiellement, ces mangas seront pour vous. Sinon, passez votre chemin parce que c'est violence plus. Ça l'a pas fait pour moi, c'est pas grave. J'ai découvert quelque chose. On va passer à la suite. Maintenant, je vais vous présenter un titre que j'avais envie de lire depuis un bon moment. Il s'agit de La Métamorphose de Kafka. J'avais lu par le passé Le Procès quand j'étais au lycée. Je l'avais adoré. C'était bizarre. Il fait partie du courant du burlesque. Et cette fois-ci, La Métamorphose n'a pas loupé. Je l'ai adoré, je l'ai beaucoup aimé. De toute façon, je pense que maintenant Kafka c'est une valeur sûre. J'ai le château dans ma palle. À un moment donné, il va remonter et je vais le lire parce que bon, les classiques, je les picore, je prends par-ci par-là. Mais La Métamorphose, vraiment, c'était un chouette récit. Le principe, il est très simple, mais à la fois très complexe parce que je trouve que ce récit il a une double lecture. On peut lire entre les lignes le message. Je pense qu'on peut prendre soit comme un récit un peu fantastique où le personnage principal se transforme en insecte, soit on peut aller un peu plus loin dans l'interprétation. On peut voir cette transformation comme une métaphore de l'aliénation de l'individu, comme une métaphore de la maladie et de l'exclusion du cercle familial et social. Mais on verra ça par la suite. C'est un récit qui se lit très vite. C'est une prose vraiment très accessible et un message, comme je vous disais, qui se lit entre les lignes. Dans ce récit, on va suivre Grégor Samsa. C'est un fils respectable, c'est un garçon qui fait tout pour ses parents et pour sa sœur. Tout son revenu, il est ramené à la maison, il entretient tout le monde. C'est le meilleur fils qui peut exister, il aime ses proches, il les soutient. Mais à un moment donné, il commence à se poser des questions. Il a aussi des rêves, il veut pas rester enfermé dans cette position qui lui a été assignée. Il veut rembourser la dette de ses parents, mais après, il veut faire sa vie. Il veut aller au-delà de sa condition. Et je pense que ça, c'est le point déclencheur de ce qui va se passer dans ce récit. Parce que après cette réflexion, après ces pensées,
d'émancipation. Le lendemain, notre protagoniste, Grégor Samsa, se transforme en cafard. Et c'est à partir de là que l'horreur commence pour sa famille, mais aussi pour lui parce que il est enfermé, il est éloigné de tout ce qu'il connaît, de tout ce qu'il aime, et les autres commencent à porter un regard différent sur lui. C'est un cafard, c'est un être qu'on tolère, c'est un être qui fait peur, qui dégoûte, et on verra un changement du comportement de sa famille par rapport à notre Grégor. C'est un cafard, c'est un être nuisible et on le laisse dans sa chambre. À travers les pages, on verra l'évolution de cette famille, on verra aussi l'évolution de la place de Grégor au sein de la société et du noyau familial, bien évidemment. C'est un récit très court, mais un récit que j'ai beaucoup aimé. La fin, elle est très triste. Je suis très contente d'avoir trouvé ce petit récit dans une boîte à livres. Je le voulais depuis longtemps et quand j'ai eu l'occasion, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je l'ai pris et je regrette vraiment pas parce que c'était un récit à garder dans sa bibliothèque. C'est un classique que je vous recommande chaudement. En tout cas, la métamorphose ou le procès, n'hésitez pas, c'est de valeur sûre. On va passer maintenant à une autre trouvaille dans la boîte à livres. Il s'agit des Bunny. C'est une BD. C'est très rare de trouver des comics, des BD dans les boîtes à livres, mais j'ai eu l'occasion de trouver 4 d'un coup et j'étais très contente. Bon, Bunny, c'était pas vraiment ma came et je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire, le synopsis des bases, il donne vraiment envie. On se retrouve avec ce personnage féminin qui a un tatouage de lapin sur sa main à l'intérieur d'une prison. C'est un endroit d'où l'on peut sortir que si on ramasse une certaine somme très importante. D'habitude, il faudra entre 5 et 10 ans pour ramasser cette somme si on essaye de travailler normalement parce que il y a d'autres moyens de ramasser cette somme. Notre protagoniste va le découvrir très vite. Là-bas, tous les prisonniers ont des tatouages sur le bras et ils s'adonnent à des pratiques pas trop orthodoxes, voilà, pour ramasser de l'argent. Il y a des chasseurs de primes, il y a des casinos, il y a des usines. C'est pas des endroits plaisants, pas du tout. C'est des endroits qui contribuent à diminuer l'espérance de vie de ces individus enfermés sur cette île, dans cette prison. Notre protagoniste, elle va se retrouver enfermée sur cette île à cause d'un événement qui se passait dans sa vie de tous les jours, dans sa vie normale. Je ne dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, mais même si le synopsis donnait envie, le déroulement de l'histoire ne m'a pas convaincue. Déjà, l'héroïne, le personnage principal, cette dame qui est sur la couverture, est insupportable. Je l'aime pas du tout. Alors que c'est elle qui devait être le rouage principal de l'histoire, c'est elle qui devait nous rapprocher, nous donner ces sentiments d'appartenance et d'intimité, ces sentiments d'attachement vis-à-vis d'elle et de sa situation. T'as juste envie de la laisser là et de la regarder crever parce que c'est pas du tout un personnage attachant et franchement, je m'en foutais si elle vivait et je m'en foutais si elle mourait. Je m'en foutais, son sort m'en différait. Voilà. Et c'est pas un sentiment qui te donne envie de découvrir le récit. D'ailleurs, tous les autres personnages secondaires, ils étaient antipathiques. Bon, j'avais pas envie de découvrir leur histoire plus que ça. Et le fil narratif avançait. Mais je trouvais que c'était assez convenu, je trouvais que c'était assez plat. Il n'y avait pas de rebondissements, il n'y avait pas vraiment de peps dans cette histoire. Je le trouvais ok, bof. On verra si je le mets dans la boîte à livres ou si je le garde. À voir. Mais en tout cas, ce récit ne l'a pas fait vraiment pour moi. Les dessins sont sympas, mais sans plus. Je trouve pas que ça rajoute en plus à l'histoire. Voilà, vous voyez un je sais pas. D'ailleurs, vous pouvez trouver ce récit en 2 tomes. Moi, j'ai l'intégrale. Bunny, une histoire qui se passe au sein d'une prison. J'ai continué également la saga Resident Evil avec le tome 3. La Cité des Morts. C'était chouette, comme chaque fois je passe un très beau moment de lecture en compagnie de nos personnages de Resident Evil. Comme à chaque fois, je vais vous dire que c'est une lecture popcorn, c'est une lecture très légère. Si vous avez envie de lire quelque chose de très rapide, sans prise de tête, c'est une histoire pour vous. Il y a beaucoup d'action. Il y a des monstres qui surgissent à chaque pas. Et c'est entraînant. Vous n'avez pas vraiment le moment où vous êtes reposé. Tout est entraînant. Voilà, c'est très
très chouette. Dans cette histoire, dans ce troisième tome de la saga, on va suivre un nouveau personnage. Il s'agit de Claire, la sœur d'un des personnages du premier tome, et aussi de Léon, un policier qui va arriver à Raccoon City. Tous les deux vont arriver dans cette bourgade avec un but précis. Claire cherche son frère Chris qui faisait partie de cette brigade Stars qui a combattu les abominations relâchées par la compagnie Umbrella, tandis que Léon est un nouveau policier qui était embauché en renfort pour venir en aide à la police locale. Parce que il y a de plus en plus de disparitions suspectes dans la ville de Raccoon City. Il y a des gens qui disparaissent tous les jours, il y a des cadavres qui sont démembrés et la police ne fait plus face à cette horreur. Du coup, tous les deux vont se retrouver à Raccoon City et vont faire face au cauchemar. Parce que cette ville paisible que Claire, elle connaissait bien grâce à son frère, s'est transformée en champ de ruines. Il y a des créatures à chaque coin des rues et les survivants se font très rare. Nos protagonistes vont essayer de mêler les fils de cette histoire et ils vont essayer de s'en sortir vivants. Voilà, j'ai bien aimé ces protagonistes, j'ai trouvé que c'était une chouette histoire. Il y avait un seul passage que je trouvais un peu malvenu, il y avait une sorte de mini-romance qui a été introduit dans ces récits que je trouvais que ça servait à rien. Vraiment, ça servait vraiment à rien du tout. Ça ne faisait pas avancer l'histoire. C'était juste le mec Léon qui à un moment donné, il faisait les yeux doux à un autre personnage de cette histoire. Mais ouais, ça n'avait pas de sens. Voilà, ça n'avait pas de sens. Mais sinon, c'était un très bon récit. Je vous recommande chaudement Resident Evil. Si vous trouvez la saga, n'hésitez pas à mettre la main dessus. Comme je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais des Bunny, j'ai trouvé plusieurs titres, plusieurs comics dans la boîte à livres. Et du coup, je les ai pris. Et parmi eux, s'est trouvé Créature Sacrée. C'est un comics en 2 tomes. J'ai pas encore le tome 2. Mais je vais le prendre à un moment donné parce que j'ai bien apprécié cette histoire. Je m'attendais pas. Franchement, je m'attendais pas du tout. J'avais pas des attentes spécifiques concernant cette histoire et finalement, c'était une très bonne surprise. Ici, on va suivre l'histoire d'un jeune homme, Josh, qui n'a rien demandé. Il essaie de trouver un job afin de subvenir aux besoins de sa famille, de sa copine qui est enceinte et il s'est fait embrigader dans une histoire abracadabrante. Il y a plusieurs personnages qui l'envoûtent et qui commencent à exercer une puissance sur notre protagoniste Josh. Il va être dénoué de forces et il va faire des choix qui ne lui sont pas communs. Il va être entraîné dans un processus de déchéance et il va être l'outil façonné contre les forces du bien. Je vous dirai pas plus parce que je trouve que la surprise de la découverte vous fera l'effet. Fera son petit effet. Je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai largement apprécié ma lecture. Il y a des passages un peu loufoques, notamment avec les chats sphinx. J'ai beaucoup aimé cette partie de l'histoire. Je trouvais très marrant. Je trouvais une touche un peu bien dosée d'humour noir en quelque sorte. Voilà, j'ai bien aimé Créature Sacrée et si jamais vous avez l'occasion de le découvrir, n'hésitez pas, vous pouvez le prendre en médiathèque, en occasion, peu importe. Mais en tout cas, je vous recommande chaudement Créature Sacrée. On se rapproche tout doucement de la fin de ces bilans lecture, mais ne partez pas parce qu'il y a encore quelques livres que je vais vous montrer et je vais vous parler également des 2 séries adaptées des romans de Stephen King. Bon, revenons à nos moutons, revenons à notre petit chair de poule, La Rue Maudite, tome 28. C'est une histoire que j'ai bien appréciée, c'est une histoire chouette qui m'a fait penser à un autre titre des chairs de poule, un film d'horreur. Du coup, si vous avez dans votre palle ces 2 titres, La Rue Maudite et un film d'horreur, ne les lisez pas côte à côte parce que vous aurez l'impression que ce serait trop familier, que ce serait trop similaire. Bon, fin de la parenthèse. Dans cette histoire, on va suivre Irène et son copain Martin. Tous les deux, ils sont fans des films d'horreur, de la franchise Les Dents qui claquent. Et ça tombe bien parce que le père d'Irène, il est inventeur, il conçoit des parcs d'attractions thématiques et cette fois-ci, il va créer un parc thématique sur les dents qui claquent. Ce film d'horreur que les 2 enfants aiment autant. Du coup, notre père de famille va leur proposer de faire partie d'une équipe test afin de voir si tout va bien avec les attractions qui sont présentes dans ces parcs. Et nos 2 compères, les 2 enfants, vont dire bien évidemment oui. C'est leur franchise préférée, c'est leur film d'horreur préféré. Alors, ils seront prêts à partir dans ce parc thématique. Le jour J, ils vont y aller et ils vont découvrir
que les attractions ont l'air réelles, un peu trop réelles à leur goût. L'horreur peut commencer. C'est un chair de poule très très chouette. Je suis très contente d'avoir découvert cette histoire et vivement les autres chairs de poule. Et le dernier roman que j'ai lu dans ce bilan lecture, c'est Le Monde Perdu de Michael Crichton. C'est le deuxième volume de Jurassic Park et c'est le tome qui est tombé sur notre roulette, sur notre chère Destiny. J'ai passé un très bon moment de lecture en compagnie de nos protagonistes. Je suis très contente que Destiny m'a offert ce tome dans son emplacement et je trouve que Michael Crichton, il a corrigé un tout petit peu certaines erreurs qu'il a fait, entre guillemets, dans le premier volet dans Jurassic Park. Je trouve que les personnages sont un peu plus attachants. Je trouve que le personnage de Yann qui apparaît dans ce deuxième volet, je trouve qu'il est un peu plus similaire au personnage de l'adaptation cinématographique qu'au personnage qui nous avait été présenté dans le premier tome de Jurassic Park. Je trouve qu'il est un peu plus humain, je trouve qu'il est un peu plus chaleureux et qu'il s'intègre bien dans cette nouvelle équipe. Pareil, les enfants qui sont présents ici, ils sont pas insupportables comme dans le premier volet, parce que dans le premier volet, en tout cas dans le format papier, il y avait la gamine qui était insupportable. J'avais juste envie de la claquer et de la laisser là. Voilà. Et le personnage féminin qui est mis en avant ici, il est moins entouré des clichés. Je trouve qu'il y a moins de clichés dans l'ensemble dans ce roman. Je trouve que les personnages sont mieux construits, si je pourrais dire ça. Il n'y a pas vraiment cette aura des misogynies qu'on ressentait dans le Jurassic Park premier tome. Parce que, et ça c'est juste mon avis subjectif, moi j'ai senti qu'il y avait beaucoup de misogynie à chaque pas du récit. Le personnage féminin, ils étaient pas vraiment bien écrits et je trouve qu'il a rectifié un peu le tir avec Le Monde Perdu. Et je sais pas s'il a essayé de capter un peu plus l'essence de l'adaptation cinématographique parce que ce titre il a été écrit après le film et après le succès fulgurant de notre film des dinosaures. Mais en tout cas, je trouve que Michael Crichton, il a fait un très bon boulot. De toute façon, en général, moi j'aime beaucoup la plume de Michael Crichton. J'avais beaucoup aimé Sphère. J'avais bien aimé aussi Jurassic Park et cette fois-ci, j'ai lu Le Monde Perdu et c'était pareil, un délice. J'ai d'autres titres de Michael Crichton dans ma palle qui m'attend. Mais bon, bref, ça c'était juste une parenthèse. Dans ce récit, on va suivre d'autres personnages qui vont faire face aux dinosaures. Bien évidemment, Yann, le personnage qui était présent dans le premier titre, dans le premier volet Jurassic Park, il est aussi présent ici, mais c'est le seul personnage qui va faire son apparition. Après ce qui s'est passé dans cette île de Costa Rica, les autorités ont pris le devant. Ils ont fermé cette île, ils ont exterminé tous les dinosaures et fin de l'histoire. Sauf que notre multinationale, notre société génétique InGen avait un deuxième laboratoire sur une île adjacente. Cependant, le professeur Levin, qui est un paléontologue, si je me trompe pas, bon, je suis désolée, je me trompe de profession, il n'est pas convaincu que tous les dinosaures ont été extincts. Du coup, il va faire ses recherches, il va monter une nouvelle équipe, il va financer une expédition et il va aller à la rencontre de ce deuxième site d'InGen. Là-bas, ils vont faire face aux dinosaures. Mais la menace est double. Il y a les dinosaures, bien évidemment, qui sont la première menace sur place, mais il y aura aussi des compétiteurs de InGen qui veulent s'accaparer le secret des dinosaures, le secret de leur création. Du coup, notre équipe d'explorateurs ne va pas être seule sur cette île peuplée de dinosaures. C'était un récit très chouette. J'ai bien aimé Le Monde Perdu de Michael Crichton. J'ai passé un excellent moment de lecture. Je l'ai lu très rapidement et je vous le recommande chaudement. Et maintenant, on va passer aux deux séries qui ont été adaptées des romans de Stephen King. On va débuter avec JFK 11-22-63. Je vous ai déjà parlé de cette série, mais à ce moment précis, j'étais à la moitié du récit. Cette fois-ci, je l'ai fini et je peux vous dire que je l'ai beaucoup aimé. C'est mon ressenti final. Je trouve que l'adaptation télé, elle est assez fidèle. Bien évidemment, il y a certains détails qui ont été écartés, mais dans l'ensemble, je trouve qu'elle est très bien réalisée et la fin, elle est fidèle à la fin du roman. C'est une fin qui m'a beaucoup émue, même si je la connaissais déjà, j'étais en train de laisser ma petite larme et c'est un très bon
précis. Pour vous faire un court résumé, on va suivre un professeur d'anglais qui va être en quelque sorte mandaté à arrêter l'assassin de JF Kennedy afin d'empêcher l'histoire. Il va passer par une porte qui va le ramener dans les années 60 et à partir de là, il va essayer de changer le cours de l'histoire. Bien évidemment, le passé ne va pas se laisser faire et il y aura plein d'obstacles sur sa route. En tout cas, c'est une très bonne adaptation et si vous avez aimé JFK, je pense que cette adaptation télé va vous plaire. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre adaptation d'un roman de Stephen King, L'Institut. C'est une série qui aura une suite, une saison 2. C'était acté, on verra ce que ça va donner parce que normalement, cette première partie, elle définit très bien le contenu du roman. Normalement, si vous avez regardé cette première saison de la série, vous avez découvert tous les éléments présents dans le roman, L'Institut. Dans cette histoire, on va suivre des gamins qui ont du pouvoir télékinésique, qui ont des pouvoirs psychiques. Moi, je vais les définir tout simplement comme le Shining, même si c'est plus complexe que ça. Ils vont se faire kidnapper par les membres d'une organisation qui s'appelle l'Institut. Et là-bas, leurs pouvoirs vont être développés afin de contribuer à un projet secret. On va suivre les gamins qui sont présents à l'intérieur de cette institution, à l'intérieur de l'Institut, mais également un policier qui va arriver dans la ville et qui aura un rôle à jouer dans tout ce merdier qui va se passer. Je vous dirai pas plus, je vais vous laisser découvrir cette série qui est de très bonne facture. Je l'ai beaucoup aimée et je suis vraiment curieuse que ça va donner la deuxième saison de la série parce que on va être dans un terrain nouveau. Normalement, Stephen King, il a son mot à dire dans ce qui se passe à l'intérieur de cette série. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, je suis très curieuse. Et pour finir, je voulais vous montrer ces t-shirts que je porte et que j'adore avec le personnage d'Alicia des Clairs Obscurs. Expédition 33, j'adore ces jeux vidéo. Je joue pas, mais j'adore l'histoire, je vous ai déjà parlé. Bon bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé la regarder. En tout cas, moi je me suis fait un plaisir de la tourner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous donne envie. Comme d'habitude, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous.